à voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Et en cette année qui débute, permettez-moi de vous souhaiter au nom de toutes celles et ceux qui participent à l'élaboration de Contraste, ainsi qu'au nom de nos fidèles partenaires RCFM et Corse Matin, un pace salute a voi tutti. Une année 2025 qui, sur le plan politique, s'annonce particulièrement agitée, tout autant qu'imprévisible. Les rendez-vous ne manquent pas, ils ont déjà commencé hier, avec la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou, et ils se poursuivront avec d'autres échéances, peut-être même électorales, qui sait. Alors la Corse, elle, se trouve ballottée dans cet océan d'incertitude, à commencer par son programme d'autonomie, ou plus concrètement sur ses différents projets. Tout semble figé, avec une impuissance manifeste du pouvoir territorial, le tout dans un contexte pesant, avec une criminalité qui agit selon ses intérêts du moment et continue à tisser sa toile. De tout cela, nous parlerons avec notre premier invité de l'année, le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Bonsoir. Et pace salute a voi, Gilles Simeoni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ringraziabi. Pace salute a voi tre. Pour une heure de débat avec Patrick Vinciguer. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Dilo Mupadovani de Corse Matin. Bonsoir à tous les deux également. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet, puisque hier, je le disais, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il a évoqué la Corse avec les Outre-mer en disant que le projet de réforme serait présenté avant la fin de l'année. On écoute l'extrait, il est très bref. Un calendrier a été fixé conformément aux orientations du président de la République pour la Corse, pour aboutir à une évolution constitutionnelle fin 2025. Ce calendrier sera respecté. Alors, il a fixé le calendrier, mais Gabriel Attal avait dit à peu près la même chose, Catherine Vautrin aussi. Vous avez déclaré, vous, être rassuré par le fait que François Bayrou soit nommé Premier ministre. Mais où est le changement dans les déclarations? Parce que la durée de vie de ce gouvernement, elle est très hypothétique. Alors, plusieurs choses. D'abord, je n'ai pas dit que j'étais rassuré par la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. J'ai dit que parmi tous les choix qui avaient été envisagés, notamment par les commentateurs, il me semblait que François Bayrou était sans doute l'homme qui répondait le mieux à nos espoirs, à nos attentes et à nos aspirations, pour deux raisons essentielles. D'abord, sur la question des langues, et notamment des langues en France dites régionales. C'est quelqu'un qui a toujours fait part de sa volonté de reconnaître leur place et leur statut. Et puis, de façon plus générale, globale, au plan politique, il fait partie de celles et ceux qui, à Paris, dans le gouvernement et en dehors, il était en dehors du gouvernement avant, ont accompagné avec volontarisme la démarche de révision constitutionnelle, avec une volonté de construire une solution politique. Et ça, je le sais d'autant mieux, indépendamment de ces prises de position, que j'ai eu l'occasion, notamment dans le cadre des échanges que j'ai eus avec les principaux responsables politiques français des différentes forces politiques. J'ai rencontré à 2 reprises François Bayrou, longuement, je me suis entretenu avec lui, et il m'avait indiqué, avant donc sa nomination au poste de Premier ministre, qu'il pensait indispensable que la révision constitutionnelle aboutisse, qu'il pensait naturel et légitime que la Corse, grande île de Méditerranée, eu égard à son histoire, à ses intérêts hier, économiques. cette conviction, vous l'avez ressentie parce que son discours était un poil convenu. Donc il m'avait fait part que, à son avis, la marche vers l'autonomie et vers une construction politique était nécessaire et indispensable. Donc le discours de politique générale d'hier, au-delà de la brièveté, quelques 20 secondes. On peut rajouter qu'il a dit également que le dossier Corse lui tenait à cœur. Il a dit que, en quelques phrases, il a dit des choses importantes. D'abord, première remarque. Quelques phrases, non, 2. On ne savait pas, en tout cas moi je ne savais pas s'il allait parler de la Corse ou pas. S'il n'en avait pas parlé, ça aurait été incontestablement un signal négatif. Le fait qu'il en parle est déjà quelque chose de positif, et la façon dont il en a parlé, même s'il était court, est à mon avis importante, puisqu'il a dit premièrement, oui, sur le fond, il se situe dans les orientations du président de la République. Je vous rappelle
le discours, mais nous l'avons en tête, du président de la République devant l'Assemblée de Corse. Et vous savez aussi qu'à l'occasion de la venue du pape, je me suis entretenu en tête-à-tête avec le président de la République. En cette occasion, celui-ci m'a confirmé expressément sa volonté que la révision constitutionnelle, sur le fondement, sous réserve bien sûr de la souveraineté des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, que la révision constitutionnelle, sur le fondement du projet d'écriture que la représentation élue a validé avec Gérald Darmanin, que cette révision constitutionnelle aboutisse. Donc aujourd'hui, le Premier ministre, de façon claire, publique et résolue, s'inscrit dans ce sillon avec la volonté également de respecter le calendrier. Maintenant, à nous de jouer, quand je dis à nous de jouer, la Corse, bien sûr, et Paris et le gouvernement dans un climat d'instabilité globale. Il y a le Premier ministre, mais il y a aussi le gouvernement. Et dans ce gouvernement, il y a quand même Retailleau, il y a quand même Manuel Valls, il y a Aurore Berger, qui a mené le combat contre les langues régionales. Ça ne vous fait pas douter quand même? Alors, bien sûr, il y a aussi Laurent Marcangeli, François Rebsamen et puis le Premier ministre. Mais la partie ne va pas être gagnée, même pas au niveau gouvernemental. Hein. J'ai envie de vous répondre. D'abord, je suis heureux qu'il y ait effectivement Laurent Marcangeli dans ce gouvernement, même si nous restons c'est un atout pour la Corse. Des adversaires politiques. Et on peut imaginer qu'hier, cette phrase concernant le dossier Corse vient d'une demande possiblement de Laurent Marcangeli. Mais justement, vous n'avez pas eu au téléphone le Premier ministre? Je n'ai pas eu le Premier ministre depuis sa nomination. Vous avez eu François Rebsamen, en revanche? J'ai eu des échanges avec François Rebsamen et il est prévu que nous nous voyions rapidement. J'ai également eu des échanges avec le cabinet du Premier ministre et bien sûr, j'ai appelé Laurent Marcangeli au lendemain de sa nomination pour le féliciter. Nous sommes entretenus des perspectives à venir. Concernant la composition du gouvernement, j'ai envie de vous dire qu'elle est un raccourci et un résumé saisissant de ce qu'est la vie politique française actuelle, avec son lot d'incertitudes et de contradictions. Monsieur Valls, Monsieur Retailleau, tout le monde le sait, sont aux antipodes de notre vision de ce que nous souhaitons pour la Corse. Et je ne pense pas que nous réussirons à les convaincre. Par contre, effectivement, François Bayrou, Laurent Rebsamen, d'autres membres de ce gouvernement sont tout à fait ouverts à des évolutions importantes. Donc, bien sûr, rien n'est acquis. C'est pour ça qu'au moment où je parle, comme il y a quelques semaines, et comme d'ailleurs au début du processus, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas certain que nous aboutirons. Tout dépend de la stabilité mais je sais aussi au niveau national. Que notre responsabilité, la mienne, et celle de toutes celles et tous ceux nationalistes d'abord, mais également appartenant à d'autres forces politiques qui veulent un autre avenir pour la Corse que celui de la logique de conflit, que celui du chaos, que celui de l'omnipotence de bandes avec la perspective de dérive mafieuse, ou celui tout simplement de l'échec économique et social, il faut jouer cette carte à fond et il faut réussir. Donc, à cet égard, à partir du moment où le calendrier est confirmé, évidemment, l'année 2025 aura une importance décisive à cet égard, mais pas à cet égard seulement. Nous avons également d'autres rendez-vous. Reste à convaincre les parlementaires. Parce que ça passera par eux. Et on a vu de ce qui a fuité du Sénat, bon, on est très éloigné du projet à autonomie. Hein. Alors, le Sénat, il est clair qu'il y a eu, notamment sous l'impulsion de Jean-Jacques Panunzi, qui ne s'en est pas caché et qui a assumé une volonté de vider de sa substance la perspective de révision constitutionnelle, mais cette démarche, certains diraient cette manœuvre politique, a échoué à ce stade, puisque ce projet de rapport n'a pas été validé, n'a pas été soumis au vote, et tout simplement parce qu'il aurait sans doute... porté par LR, hein, il aurait sans doute été puissant au Sénat. Infirmé et démenti par le vote des sénateurs. Donc aujourd'hui, il y a un travail politique à faire. Il y a le groupe centriste, qui est sous la présidence d'Hervé Marseille, grâce notamment au travail de Paolo Zantubarigi, qui est favorable aujourd'hui globalement à la révision constitutionnelle. Il y a à gauche et à droite des gens qui ne sont pas favorables et des gens qui sont favorables. Notre travail, et notamment le mien, mais celui des forces politiques favorables à la révision constitutionnelle, sincèrement favorables à la révision constitutionnelle, c'est d'aller ensemble faire ce travail de conviction. Parce qu'au-delà de la révision constitutionnelle, il y a la paix civile, il y a la solution politique. Et j'ai envie de vous dire, nous devons faire le même travail que celui que nous avons fait au moment de la question
des prisonniers politiques et de leur accession à une mesure de libération conditionnelle, qui était normale. Nous sommes allés ensemble. Nous devons faire le même travail que nous avons fait ensemble pour obtenir justice et vérité pour Yvan Colonne, un travail qui n'est pas terminé. Et aujourd'hui, à un autre niveau, au plan politique, nous devons aller voir la représentation nationale française et lui dire « le moment est venu » de tourner la page de la logique de conflit, de nous reconnaître pour ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple, et de permettre à ce peuple de disposer d'une autonomie conforme à ce qui se fait dans toutes les îles de Méditerranée, notamment. On va poursuivre sur ce thème, mais d'abord on va revenir sur les différentes étapes du processus de Beauvau qui a débuté maintenant il y a 3 ans. C'est un sujet de Dominique Moret. 16 mars 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est dépêché en Corse pour tenter de mettre fin aux troubles consécutifs à l'agression mortelle d'Yvan Colonne en prison. Le processus Beauvau commence. Le président de la République m'a chargé pour la première fois dans l'histoire, je crois, du gouvernement de la Ve République, et c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, d'avancer vers l'autonomie. À l'été 2022, un comité stratégique est mis en place. Des réunions thématiques se succèdent à Paris. L'enjeu est de trouver un consensus. En juillet 2023, à l'Assemblée de Corse, une ligne largement majoritaire penche pour l'obtention d'un pouvoir législatif quand l'opposition de droite veut en rester à une capacité d'adaptation. Fin septembre, Emmanuel Macron engage sa parole et celle de l'État. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. En mars 2024, un accord est trouvé autour d'un projet d'écriture constitutionnelle pour la Corse, communauté historique et linguistique. Le principe d'une inscription dans la Constitution en vue d'accorder un pouvoir législatif dans des domaines qui seront précisés par une loi organique est acté. Le compromis que j'ai proposé, c'est que nous puissions dire que la Corse puisse définir dans le domaine réglementaire ou législatif ses propres règles. Officiellement, le processus Beauvau est terminé. La phase parlementaire est censée s'ouvrir. Mais en juillet 2024, le gouvernement Attal perd sa majorité. En décembre, celui de Michel Barnier chute au profit de François Bayrou. Dans un contexte de majorité introuvable, un projet de révision constitutionnelle en 2025 peut-il demeurer une priorité? Qui a attendu le plus peut attendre le moins. Alors Gilles Simeoni, 3 ans de discussion pour un résultat quand même bien maigre. Rien ne se concrétise. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir été mené en bateau quand même? Le processus de Matignon a duré 1 an et demi. Hein. Vous savez, ça fait des décennies que nous nous battons. Et nous savons que c'est un combat qui est difficile. Nous sommes face à un État qui, structurellement, historiquement, est totalement fermé à la prise en compte de notre aspiration à être reconnu en tant que peuple. Nous sommes également tributaires d'une conjoncture française, européenne, mondiale, mais d'abord française, extrêmement incertaine. Et vous avez rappelé, mais en sens inverse, si nous n'avions pas eu, depuis des décennies, le combat que nous avons mené, si nous n'avions pas réussi à convaincre une majorité de Corses, grâce au suffrage universel, de donner à cette aspiration une légitimité qui est incontournable en démocratie, si nous n'avions pas tenu le cap depuis décembre 2015, et vous savez, le processus, il est dû, on le sait, malheureusement, à l'assassinat d'Yvan Colonne et à la révolte que cet assassinat a suscité, notamment dans la jeunesse, mais pas seulement, dans toutes les couches de la société corse. Mais au début du processus, lorsqu'il s'est agi de savoir si on allait aller vers le processus ou si on allait aller ailleurs, j'ai été le seul à accepter de signer un texte, y compris insuffisant par certains aspects, mais qui nous a permis d'aller vers le processus. Et je suis fier de l'avoir fait parce que je considère qu'il faut réussir. Alors oui, 3 ans, c'est trop long. Et même dans ces 3 ans, combien de déceptions, combien de manœuvres, combien de suspensions des discussions, mais aussi la volonté majoritaire de la représentation élue de la Corse, l'engagement de Gérald Darmanin, je veux le dire, la parole du président de la République devant l'Assemblée de Corse. Et aujourd'hui, nous devons concrétiser cet immense espoir qui est en train de se transformer aussi, souvent, en scepticisme
et qui peut devenir demain de la colère, voire de la révolte. En indifférence même, au-delà du vote nationaliste qui est indéniable. Vous ressentez, vous, aujourd'hui, chez les Corses, une envie d'autonomie? Est-ce qu'on vous parle d'autonomie ou est-ce qu'on ne vous parle pas plutôt de pouvoir d'achat, de développement économique, de cette violence qui gangrène notre société? Je pense qu'on me parle des deux. Alors, il y a toutes celles et tous ceux qui sont nombreux et majoritaires, y compris dans les urnes, qui sont attachés indéfectiblement, historiquement, à cette notion d'autonomie. Et à côté de cela, et avec cela, il y a aussi nécessairement les aspirations du quotidien qui, quelquefois, prennent le dessus, et ce, d'autant mieux que, certainement, nous n'avons pas fait suffisamment la démonstration que l'autonomie n'était pas seulement une réponse à notre aspiration historique à être connu en tant que peuple, à avoir notre langue parlée, à avoir notre histoire enseignée, à nous projeter dans l'Europe, dans la Méditerranée, mais que l'autonomie est également, et dans tous les domaines, économique, social, linguistique, culturel, un formidable facteur d'accélération, de mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins des Corses. Donc, oui, aujourd'hui, nous avons ce travail de pédagogie, d'explication, de co-construction à faire, et ça fait notamment partie des objectifs très concrets qui seront à mettre en œuvre dans les semaines et dans les mois à venir. Ce projet est partagé par une majorité de Corses, vous l'avez dit, et vous l'avez démontré dans les urnes, mais n'est-il pas dangereux ou risqué de tout miser finalement sur ce projet d'autonomie qui, encore une fois, est demandé, est réclamé, qui est parfaitement légitime, mais est-ce que ce n'est pas risqué finalement politiquement également de tout miser là-dessus sans donner l'impression suffisamment d'avancer sur le reste, sur la réalité justement de la vie des Corses? Alors, on y viendra tout à l'heure, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, notamment depuis cet été, de dire qu'à mon avis, il fallait aller vers une nouvelle impulsion. Une nouvelle impulsion à laquelle le Conseil exécutif, la majorité territoriale, doivent bien sûr contribuer de façon forte, en poser les termes, en proposer les modalités et en ne s'excluant pas du cercle de la réflexion et même de la critique. Donc il y a évidemment des choses à améliorer et parmi les propositions à faire, il y a aussi indiscutablement la nécessité de dire oui, il y a cet objectif historique essentiel qui nous attend, y compris avant la fin de l'année 2025, c'est-à-dire la révision constitutionnelle, le statut d'autonomie, reconnaître notre peuple et lui permettre de se projeter avec confiance dans l'avenir, et concomitamment, y compris à droit constitutionnel constant, nous devons mieux répondre aux besoins, aux attentes des Corses dans tous les domaines. Et il y a des choses qu'il faut faire et que nous pouvons et devons faire ensemble et que nous devons et pouvons faire mieux. Et ça passe par quoi? Une meilleure identification des priorités stratégiques, définition des moyens pour les atteindre, mobilisation politique, ce sera notamment les termes de la convergence que je vais proposer à l'ensemble des forces représentées à l'Assemblée et en dehors, y compris et d'abord, bien sûr, aux nationalistes, et puis également une administration de la collectivité de Corse mieux organisée, plus performante pour concrétiser ces objectifs, y compris à droit constant. Donc oui, l'autonomie. Oui, l'autonomie est un moyen de mieux répondre, y compris aux problèmes du quotidien. Et les problèmes du quotidien que nous pouvons d'ores et déjà mieux résoudre, y compris sans autonomie, faisons-le et faisons-le ensemble. Et les Corses devront être consultés? Nécessairement. À partir du moment où, je l'espère, il y aura une révision constitutionnelle, il y aura la perspective d'un statut et l'ouverture d'une nouvelle phase qui va nous permettre, parce que l'autonomie n'est pas une fin en soi. L'autonomie, elle est une réponse institutionnelle qui s'intègre dans une vision politique, je l'ai dit, d'un peuple corse reconnu qui reconstruit son économie, sa vision stratégique, sa relation à l'État, à l'Europe, à la Méditerranée. Et à partir de là, il faudra bien évidemment que les Corses soient consultés, et notamment par la voie d'une consultation populaire
d'un référendum. Alors vous avez commencé à l'évoquer. Lors de vos vœux, vous avez annoncé, je cite, 3 initiatives pour donner une nouvelle impulsion à l'action du Conseil exécutif de Corse. Parmi celles-ci, associer les différentes forces politiques, d'abord les nationalistes, afin de participer à la définition et l'élaboration de nouvelles priorités. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous allez proposer un élargissement de votre majorité au-delà de Femago et pas un simple jeu de chaises musicales? Alors, l'élargissement, il a déjà été proposé, aussi bien dans les semaines qui viennent de s'écouler, aussi bien publiquement, dans le cadre d'interventions publiques et dans le cadre d'intervention devant l'Assemblée. Et je dirais que par bien des aspects, les nationalistes de l'opposition y ont répondu. Mais je dirais que ce n'est pas surprenant, en disant qu'ils ne souhaitaient pas aujourd'hui intégrer la majorité territoriale. Ce que, au demeurant, je peux tout à fait comprendre, parce que je pense que cette perspective de convergence, y compris se matérialisant dans une majorité commune, elle doit se construire. Et elle doit s'adosser d'abord à la confiance, ensuite à la construction d'un projet, et à la nécessité et la volonté de l'inscrire dans la durée. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous l'avez rencontré, vous leur avez proposé quelque chose? Oui, tout à fait, je leur ai proposé. Et ça a été refusé. Et je vais continuer, ça a été refusé clairement par le PNC, par Corinne Front. Vous avez entendu les prises de position publiques, notamment de Jean-Christophe Angeli, en ce qui concerne le PNC et le groupe Avancem, en disant à plusieurs reprises, y compris lors des toutes dernières sessions, nous nous situons résolument dans l'opposition et nous sommes en désaccord sur tout, dont acte. C'est une prise de position, authentique. Moi, je dis, d'abord, les nationalistes de l'opposition, ce n'est pas que le PNC et Avancem, où il y a également Corinne Front, et il y a également Josefa Giacometti et Nagione. Moi, ce que je vais continuer à proposer, y compris en l'approfondissant, et d'abord aux nationalistes à l'Assemblée, mais également à un autre niveau, à Pierre Diong, qui a voté la délibération du 5 juillet 2023. C'est de dire la situation actuelle de la Corse, la situation interne de la Corse, y compris au plan économique, au plan social, au plan sociétal, avec la question des dérives mafieuses, impose, à mon sens, que nous construisions des convergences les plus larges possibles, y compris autour des notions centrales pour moi, de démocratie, d'éthique, de chemin que l'on propose à notre peuple et notamment à notre jeunesse. Et puis à la situation externe, le rapport à la France, le monde, ce qu'il est en train de devenir, la guerre, etc. Donc partout, on voit qu'il y a des forces centrifuges, et la société française est en train de les subir, qui fractionnent, qui fragmentent et qui opposent. Nous avons construit des consensus larges, notamment dans le cadre de la révision constitutionnelle. Ces consensus, à mon avis, nous avons vocation à les prolonger, y compris à droit constitutionnel constant. Ce que je vais dire aux forces politiques, est-ce que nous sommes capables de nous entendre sur le PADUC? Est-ce que nous sommes capables de nous entendre sur les grandes infrastructures, et notamment, par exemple, les grandes infrastructures? Oui, mais ça, c'est ponctuel. Concrètement, est-ce que vous êtes prêt à les associer dans l'exécutif? Puisque vous allez remanier l'exécutif. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ne le souhaitent pas. Et je pense mais vous, est-ce que vous le souhaitez? Je souhaite créer une convergence qui nous permette d'arriver à cette situation. Mais vous comprenez que ce désir de convergence, d'ouverture, de consensus peut se reprendre 4 ans après avoir rompu un partenariat? Excusez-moi, non, c'est pas moi qui ai rompu le partenariat. C'est pas moi qui ai rompu le partenariat. Ce qui s'est passé, notamment entre 2018 et 2021... Vous vouliez avoir des coups des franches? Pas du tout, pas du tout. Je vous rappelle une fois encore que j'ai été le seul président du Conseil exécutif, étant largement majoritaire et sur la liste, et conduisant la force majoritaire de l'ancienne majorité, à accepter d'être minoritaire au sein de mon propre Conseil exécutif. Notamment pour que mes partenaires prennent toute leur place et qu'ils soient respectés et associés pleinement. Et je l'ai fait en respectant le contrat que nous avions passé de 2015 à 2021. Enfin, c'est vous qui avez décidé en 2021 de partir seul. Oui, j'ai pris la décision dans la mesure où j'ai considéré qu'un certain nombre de comportements n'étaient pas compatibles avec l'engagement et les engagements que nous avions pris entre nous et devant les Corses. Ensuite, j'ai assumé et les Corses ont validé cette démarche. Dès mon élection, j'ai tendu la main aux autres forces nationalistes en leur disant « Nous pouvons nous situer dans une situation de convergence. Je vous propose de prendre par exemple la commission des finances, d'autres commissions, construisons et dans quelques mois, nous pourrons être à nouveau ensemble. » La situation ne l'a pas permis.
Aujourd'hui, je ne suis pas, et nous ne sommes pas arithmétiquement obligés de le faire. Nous avons une situation de majorité absolue. Mais la majorité absolue n'est pas une fin en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Corse réussisse dans le domaine économique, social, des infrastructures et le domaine politique par rapport aux enjeux historiques. Et je suis persuadé que ma responsabilité et notre responsabilité, et d'abord celle de la force majoritaire aujourd'hui, eh bien, c'est d'élargir le plus possible. D'élargir et de créer des convergences. Alors, je peux pas, et je le comprends, ils m'ont dit non. On ne peut pas passer d'une situation extrêmement critique, qui est exprimée, et c'est normal, à être dans une majorité ensemble. Une majorité ensemble, ça signifie de la confiance réciproque, ça signifie le respect du fait majoritaire, ça signifie un projet que l'on a défini. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Moi, je propose un chemin. Et je l'ai proposé, je vais continuer à le proposer. En disant, on dit souvent que nous sommes en désaccord. Moi, je pense que sur beaucoup de choses, nous pouvons être en accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne répondent pas à votre appel, ça veut dire qu'ils seraient également responsables de ne pas avancer, de ne pas améliorer les choses. Ils auraient une responsabilité là-dedans. On ne se situe pas dans une perspective de recherche de convergence en stigmatisant par avance celles et ceux à qui on fait une proposition politique en disant « si vous n'acceptez pas, vous serez responsable ». Moi, je dis, je souhaite créer aujourd'hui, nous souhaitons, parce que ça fait l'objet, vous le savez, d'un débat, cette réflexion, elle a commencé notamment avec les élus, et s'est prolongée avec les militants de FEM ou de FAPOB au séminaire de Coens, et ensuite, nous souhaitons créer les conditions d'une convergence. Et d'une convergence, notamment autour du projet, et notamment autour des urgences. Ça, d'accord. Mais quelle est à ce moment-là la portée du remaniement? Qui et que changez-vous? Quid du remaniement aujourd'hui? On a bien compris que l'ouverture, c'était non. L'ouverture, c'est pas non, au contraire. Excusez-moi. En tout cas, pour entrer au Conseil exécutif. Mais il m'a été dit non, et il m'a été répondu non. Mais vous avez quand même changé l'exécutif. Bien sûr, je pense. Mais le changement de l'exécutif, le renouvellement de l'exécutif, ce n'est pas un simple remaniement. Je vous l'ai déjà dit en septembre dernier, lorsque la perspective était déjà posée sur les antennes de RCFM. Ce qu'il faut construire, à mon avis, c'est un véritable redéploiement. Avoir une stratégie globale de redéploiement par rapport aux enjeux. Il y a l'enjeu de l'autonomie et de la révision constitutionnelle à la fin de 2025. Il y a l'enjeu de réponses urgentes, y compris dans le domaine économique, social. Il y a l'enjeu budgétaire, que l'on connaît, avec aujourd'hui un budget de la collectivité de Corse qui est structurellement incapable de répondre aux besoins. On parle des déviations routières, Olmette, Santa Lucia et Bortivit, on parle du chemin de fer, on parle de la rénovation. Que changez-vous et qui changez-vous? Mais je vais changer. Écoutez, on a un périmètre de majorité territoriale aujourd'hui. Il va y avoir, premièrement, un certain nombre de remaniements dans le Conseil exécutif. Il va y avoir des remaniements au sein des responsabilités distribuées à l'Assemblée de Corse, en accord avec la présidente de l'Assemblée de Corse et en discussion avec l'ensemble des groupes. Il y a des commissions, il y a des instances, il y a également des structures dites satellites dans lesquelles nous avons vocation à redéployer, d'abord à partir de la majorité territoriale et dans le cadre des propositions de convergence en discutant avec l'ensemble des forces qui souhaitent s'inscrire dans une logique de convergence. Mais vous avez annoncé le 31 décembre dans les prochaines semaines. Mais écoutez, il me semble que et enfin, il y a eu le changement de l'administration que vous connaissez. Donc tout ça, ça a été construit, discuté, préparé à travers des discussions internes à l'administration, pour l'échelon administratif, politique interne à la majorité territoriale et dans les discussions avec l'ensemble des forces politiques, notamment celles représentées à l'Assemblée de Corse. Ça a commencé à se mettre en œuvre de façon forte et puissante à l'administration. Ça va se faire, y compris dans les prochains jours et dans les prochaines semaines en fonction du calendrier de l'Assemblée de Corse. Et tout cela fait que nous sommes dans un début d'année où de nouvelles perspectives doivent être données, des perspectives aussi bien vis-à-vis de la réussite de la révision constitutionnelle et du statut d'autonomie, que de l'accélération. Je termine, excusez-moi. Juste un mot. Vous l'avez dit également en septembre. Moi, dans le cadre de mes fonctions, je vois et je sollicite un certain nombre de forces politiques, des syndicats,
j'ai vu beaucoup de monde. Je suis allé aussi, comme tous les Corses, dans les villages, cet été. Cet hiver, j'ai entendu que nous disaient les gens. Premièrement, globalement, me semble-t-il, ils continuent d'avoir confiance dans la majorité territoriale, notamment sur le terrain du fil historique, de la défense, de ce qu'est le nationalisme corse. Deuxièmement, sur le terrain de l'éthique et de la capacité à faire prévaloir en toutes circonstances l'intérêt général en refusant toute pression de type mafieux. Ça, c'est essentiel. Troisièmement, les gens nous disent... Ça n'est pas allé assez vite. Il faut que vous alliez plus vite et plus loin, y compris par rapport à ce que nous sommes historiquement, par rapport à votre engagement nationaliste. Nous voulons des marqueurs plus forts. Ce à quoi je réponds, vous avez raison, il y a aussi souvent un déficit de communication sur ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait au bénéfice des Corses et dans tous les domaines. Mais oui, il faut aller plus vite. Et puis les gens nous disent également, il faut que nous réussissions. Et il faut que nous construisions la paix. Et donc tout ça, je l'ai intégré, et nous l'avons intégré, et ça fait partie du redéploiement dont je vous parle. Mais pour nous parler d'administration, les gens nous disent... Juste un point. Les têtes ne changent pas d'exécutif. Les mains tendues, les discussions que vous avez avec les oppositions, notamment nationalistes, pour l'instant, n'aboutissent pas. Est-ce qu'on n'est pas dans un tout tremble et rien ne bouge? Mais excusez-moi, d'abord, vous dites les têtes ne changent pas. Vous dites il va y avoir... Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Au-delà des têtes, la politique, c'est-à-dire vraiment l'intégration de forces, d'autres forces politiques représentantes à l'Assemblée, qui refusent d'intégrer le Conseil exécutif. Si changer FEM ou pour FEM, est-ce que ça change une politique, et est-ce que finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un tout tremble et rien ne bouge? Une politique, c'est des incarnations, et donc les têtes sont importantes. Qui, au Conseil exécutif, pourrait faire son entrée, qui pourrait en sortir? Vous m'interrogez sur une démarche politique. Moi, je vous dis la démarche politique est la mienne. Non, mais je ne voulais pas annoncer un remaniement. Je tiens beaucoup. Je vous ai annoncé un renouvellement, un redéploiement avec des objectifs qui sont clairs. Vous jouez sur les mots, là. Je ne joue pas sur les mots. Je vous dis, 2025, on a un projet de révision constitutionnelle avec un gouvernement et un Premier ministre qui vient de nous dire que le calendrier sera respecté. Je vous dis, ce rendez-vous qui est un rendez-vous historique, il ne faut pas le manquer. Je pourrais... me dire, j'ai une majorité absolue, je vais monter, je vais discuter, je vais me prévaloir du vote des Corses. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, on a voté à l'unanimité sur beaucoup de points, à une très large majorité, un principe d'autonomie qui a débouché sur le projet d'écriture constitutionnelle. Ma responsabilité de président du Conseil exécutif, c'est de revoir l'ensemble des forces qui ont voté, de nous mettre en ordre de bataille, et également, pour la deuxième phase, d'aller voir l'ensemble des syndicats, l'ensemble des forces vives, pour démontrer que le statut d'autonomie, ce n'est pas seulement une réponse à une aspiration historique, c'est aussi le moyen de mieux répondre à l'ensemble des problèmes du quotidien. C'est le premier objectif. Deuxièmement, je vous dis, en réponse notamment à Guillaume Padovagne, oui, il faut répondre mieux, plus fortement, aux attentes des Corses, aux attentes nationalistes par rapport au fil historique de notre combat et aux attentes du quotidien, dans le domaine économique, social, des infrastructures. Et enfin, il faut une réponse forte sur le terrain sociétal pour dire non aux dérives mafieuses. Et nous avons connu ces dernières semaines un certain nombre de drames, un certain nombre de faits criminels, un certain nombre de destructions par incendie. C'est clair. Qu'est-ce que je dis? Je ne vais pas régler seul ce problème avec ma majorité absolue. Je dis notre responsabilité de nationaliste, quels que soient les désaccords, c'est de créer une perspective de convergence. La convergence, elle ne peut pas se traduire aujourd'hui, tout le monde le sait, et je ne veux pas piéger les gens par l'ouverture ex abrupto d'autres, de la majorité à d'autres forces nationalistes. Je dis, traçons une convergence stratégique, à la fois sur nos objectifs en termes de révision constitutionnelle, nous l'avons commencé à le faire, continuons-le, et dans les domaines économiques, sociaux, des infrastructures, est-ce que nous sommes capables, à droit constitutionnel constant, de nous entendre? Si nous nous entendons sur les objectifs, on ouvre tout de suite. On ouvre tout de suite. Vous prenez des responsabilités, y compris par exemple dans des organismes satellites. On travaille pendant 6 ou 7 mois. Et au bout des 6 ou 7 mois, on fait un bilan.
Et ce bilan, s'il nous satisfait aux uns et aux autres, on élargit la majorité et vous rentrez dans la majorité territoriale. En tout cas, c'est une proposition que je mets sur la table. Je pense que les choses sont claires et je pense qu'on est au contraire dans la volonté d'aller dans le sens de l'histoire et de se donner tous les moyens en intégrant tout le monde et en respectant ce qui est pour nous essentiel et fondamental, de réussir au service de la Corse. Alors, il y a une perspective politique et puis aussi calendrier électoral. Et l'année prochaine, il y a une échéance importante, ce sont les élections municipales. Alors, dans le cadre de la désunion qui visiblement persiste, comment est-ce que vous les abordez? Parce que l'union nationaliste partout, ou alors c'est le chacun pour soi comme ça se dessine? Je pense que les élections municipales sont des élections essentielles dans la vie démocratique d'une société, dans la proposition de stratégie de redéploiement. Il y a aussi la volonté, pour cette phase de concrétisation de la révision constitutionnelle, de répondre de façon très opérationnelle aux attentes des communes, des territoires. J'ai rencontré les deux associations de maires, le président Ciccolini, le président Vivogne. Je travaille de façon étroite avec la Chambre des territoires qui a vocation à représenter l'ensemble des territoires, intercommunalités et communes de Corse également. Justice et équité territoriale. Péréquation entre l'intérieur de la Corse, souvent luttant contre... On s'éloigne de l'échéance politique on s'éloigne pas de l'échéance. Ça, c'est des enjeux très concrets du redéploiement. Et sur les stratégies municipales, bien évidemment, lorsque je vous parle de nécessité de convergence, je pense qu'il doit y avoir une convergence qui va commencer, en tout cas je le souhaite, à se construire à l'Assemblée de Corse, sur les grands dossiers, qui doit se prolonger par des échanges renforcés entre structures politiques militantes, les mouvements et les partis, et qui doit nous conduire de façon naturelle à travailler à des listes et des offres politiques au niveau municipal qui soient à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire, bien sûr, la convergence des nationalistes, mais également, et ça se fait déjà spontanément, le travail commun avec les forces de progrès au service de l'intérêt général des communes et au service aussi d'une perspective globale pour la Corse. Une question. Donc oui, l'élection municipale, elle s'inscrit bien dans cette vision politique globale que nous allons essayer de finaliser ensemble. Une question sur Bastia, la ville dont vous avez été maire. On connaît les tensions qui existent au sein de l'équipe municipale aujourd'hui. Est-ce que selon vous, Pierre Saville est le candidat idoine pour la prochaine élection municipale et est-ce que vous le soutiendrez? Pierre Saville est le maire sortant. Et en cette qualité, je pense qu'il a la légitimité du maire sortant. Ceci étant, et lui-même le dit, il est normal, au bout de 2 mandats, et c'est a fortiori dans une famille politique comme la nôtre, je dirais, où nous avons fait œuvre de transmission, où nous avons identifié les enjeux de transmission aux nouvelles générations comme des enjeux prioritaires, il est normal et il est sain que la question du candidat à Bastia et ailleurs soit posée devant les militantes et devant les militants, devant celles et ceux qui nous ont soutenus, qu'elle soit également discutée avec celles et ceux qui ont été des partenaires depuis 10 ans. Donc je pense que ce débat est en cours et qu'il sera tranché. Vous le soutiendrez, Pierre Saville? Oui, si Pierre Saville nous écoute ce soir, il ne va pas être rassuré, hein, parce que vous dites qu'il est légitime parce que c'est le sortant, mais va retenir, à mon avis, il va retenir le mais. Hein. Et la transmission. Non mais écoutez, ce que je dis ici, je l'ai dit avec Pierre Saville, et avec lequel par ailleurs je suis ami, et je l'ai dit également ami en dehors de la politique, et dans la politique, et je l'ai dit également devant les élus bastiais. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a un débat aujourd'hui à Bastia et ailleurs. Ce débat, nous allons le poser et le trancher démocratiquement. Voilà, moi, je ne peux pas vous répondre autre chose, et je n'ai pas à vous répondre autre chose aujourd'hui. Si je vous disais, le candidat est Pierre Saville, quelle serait ma légitimité aujourd'hui pour le dire? Quel serait le respect que j'aurais pour les dizaines et les centaines de militantes et de militants? Quel serait le respect que j'ai pour les autres élus et pour nos forces, pour les forces qui nous ont accompagnés? Tout simplement le fait qu'il soit le maire sortant et que normalement il devrait... Écoutez, il devrait poursuivre son action. Je finis par où j'ai commencé ma réponse. Un maire sortant a la légitimité d'un maire sortant, avec un bilan depuis 10 ans qui globalement est un très bon bilan. Être un maire sortant ne donne pas un droit acquis à être reconduit
dans la candidature. Cette question est très claire, y compris pour Pierre Savel, et je pense qu'il partage cette analyse. Alors, abordons la troisième partie de l'émission et on revient, si vous le voulez, à l'initiative politique que vous avez annoncée, mais sur l'aspect des dossiers stratégiques. Un élargissement, normalement, signifie un changement. Alors, on prend quelques dossiers importants. On commence par les transports. Alors, d'abord, les deux dossiers urgents sont les 50 millions d'euros de continuité territoriale. On n'avait aucune certitude avec le précédent gouvernement. Vous en avez plus aujourd'hui ? Aucune. Non, je n'ai pas eu d'engagement clair ni du gouvernement de M. Barnier, pourtant sollicité à plusieurs reprises, avec Mme Vautrin qui était très engagée sur les dossiers, y compris les dossiers ne relevant pas de la révision constitutionnelle. Jusqu'au tout dernier moment du débat parlementaire sur le budget, je n'ai eu aucune réponse claire, ni sur le principe d'un abondement de la dotation de continuité territoriale, ni sur le montant d'un éventuel abondement, ni sur la pérennisation de cet abondement. Donc ça fait beaucoup d'inconnus, et ce d'autant mieux que mécaniquement, on le sait, ce besoin de 50 millions d'euros conditionne la continuité du service public et le respect des contrats de délégation de service public, et deuxièmement, l'équilibre budgétaire global de la collectivité de Corse. Donc ça fait partie, bien évidemment, des urgences absolues de l'instant. Le deuxième sujet, c'est cette augmentation de la taxe des transports qui était prévue dans le précédent budget. Mme Vautrin avait dit que la Corse ne serait pas concernée. Là aussi, confirmation, pas confirmation ? Pas de confirmation. La situation politique française et les incertitudes qui la caractérisent font que nous n'avons pas de dialogue, pour l'instant, suivi, y compris sur les dossiers urgents. Donc moi, je n'ai eu aucune réponse, et cela est extrêmement pénalisant, y compris pour construire notre propre budget, fait face aux questions des associations, bien sûr, des maires, inquiets notamment pour la dotation quinquennale. Moi, ce que je leur ai répondu, c'est que grâce à la gestion vertueuse et aux choix forts qui ont été faits lors des années précédentes, la collectivité de Corse est aujourd'hui en situation de faire face à ses engagements, premièrement. Deuxièmement, mais nous le savons, la structure de son budget doit être modifiée parce que nous avons des dépenses, et notamment des dépenses sociales de fonctionnement, qui augmentent de façon mécanique et des recettes qui sont insuffisantes. Donc, quoi que nous fassions, si on ne change pas le modèle budgétaire, nous serons dans l'impasse. Troisièmement, les incertitudes font que nous devons avoir une gestion prudentielle. Et donc, oui, il va y avoir un effort de réduction, mais cet effort de réduction doit être proportionné. Il doit nous conduire aussi à ériger des priorités. Parmi ces priorités, il y a bien sûr notamment l'aide aux communes, l'aide aux territoires. Je vous rappelle que la collectivité de Corse est la collectivité dans l'ensemble français qui aide le plus fortement et plus largement les collectivités et notamment les communes. Je voudrais revenir un instant sur ces dossiers importants, les transports, l'énergie. Lors de vos vœux, le 31 décembre, vous avez présenté la première pierre posée pour la centrale du Ricante, en remplacement de celle du Vasio, le CHU et l'enveloppe de continuité territoriale comme des exemples de réussite de la bonne gestion de la CDC. Or, ça semble plutôt des illustrations de la solidarité nationale. Pas tout à fait. L'exemple du transport du transport maritime. On dit toujours. Vous faites référence à. Nous sommes battus pendant la décision de la Commission européenne. Mais si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait depuis 10 ans, y compris en nous battant pied à pied sur tous les terrains, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voulait détruire le service public. La réalité, si nous n'avions pas gagné, notamment ce transport maritime, c'est que le port de Propriane, il fermait. C'est que des centaines d'emplois auraient été remis en cause dans le domaine. C'est que Air Corsica aurait coulé. C'est que des aéroports secondaires, dits secondaires, notamment par la Cour des comptes, je pense notamment à l'aéroport de Calvi, auraient fermé. Donc tout ça, nous l'avons quand même sauvegardé. Je ne dis pas votre combat politique. Hein. Je dis simplement que vous n'avez pas fait allusion à la solidarité nationale alors que c'était une illustration. Mais excusez-moi, la solidarité nationale, les transferts, dès lors qu'on ne nous donne pas le moyen de percevoir la fiscalité, et notamment la fiscalité issue de la consommation en Corse, je pense notamment à la TVA, où la proportion de TVA dans les recettes de la collectivité de Corse est infiniment plus faible
que dans les régions françaises. À un moment donné, il y a des phénomènes de péréquation et de solidarité, dont acte. Mais moi, je ne suis pas dans une logique où je demande en permanence la solidarité sans prendre notre part de responsabilité. Je dis construisons un système, y compris un système évolutif. L'autonomie est un système évolutif. Vous nous transférez un certain nombre de recettes fiscales, nous les gérons en responsabilité, et plus les recettes fiscales seront transférées, et plus nous développerons notre économie, et moins nous aurons besoin de logique de subvention. L'autonomie est une éthique de responsabilité. Et puis, je vais vous dire, excusez-moi, rien n'a été acquis, y compris la solidarité. Lorsque nous avons eu à payer les ententes faites par les anciens responsables de la collectivité de Corse, l'État et la SNCM, c'est-à-dire, on a été condamné à payer 100 millions d'euros dans des conditions sur lesquelles je ne reviens pas, mais que je considère totalement abusives. L'État, à la Corsica Ferries, l'État ne voulait pas payer sa part. Et c'est grâce à un bras de fer que nous avons assumé, y compris vis-à-vis du préfet Le Large. Et à ce moment-là, je rappelle que lorsqu'il a fallu voter le refus d'inscrire la dépense obligatoire, il n'y a eu, y compris chez les nationalistes, il y en a certains qui n'ont pas voulu ce bras de fer à l'Assemblée de Corse. Et que c'est au prix d'un bras de fer que nous avons fait prendre en compte les intérêts de la Corse. Donc, a posteriori, il est toujours facile de dire vous n'en avez pas fait assez, mais je pense que nous avons fait beaucoup. Le vote sur le CHU, qui est porté par... Pour l'instant, c'est une proposition de loi de Paul-André Colombagne. Qui vient aujourd'hui créer par la loi un principe, entériner un principe, qui est un principe d'équité. Mais il a été préparé par un travail de plusieurs années. Alors il y avait le docteur Fanfan Benedette dans la précédente mandature qui portait ce dossier, mais qui le portait déjà notamment avec Bianca Faz. Et nous avons travaillé à réunir toute la communauté médicale, publique et privée, autour de ce projet, autour d'un projet original qui n'existe pas ailleurs. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas le concrétiser si il n'y a pas une décision gouvernementale. Donc je pense que vraiment l'énergie, excusez-moi, je termine. L'énergie, on a fait quand même des choix qui sont forts. Lorsque vous dites la centrale du Ricanto, c'est l'aboutissement, premièrement, d'un combat de plusieurs décennies contre le Vadio. Et qui va la financer ? Qui va la financer ? Ce sont les phénomènes de péréquation qui sont valables pour toutes les zones non interconnectées. Donc ça va être validé dans le cas d'une PPE, mais une PPE dans laquelle on a fait aussi le choix d'aller très fortement et massivement vers les énergies nouvelles renouvelables. Et j'ai cité le chiffre, et je crois qu'il est trop méconnu. Aucun projet hydraulique n'est en cours. Non, mais pas aucun projet de grand barrage. Et ça, oui, c'est un choix politique, et je vais y revenir. Excusez-moi. Lorsque la Corse, désormais, et grâce notamment à ce que nous avons fait depuis 2015, est le deuxième territoire ou pays dans le monde en zone de production, puissance par habitant photovoltaïque, derrière l'Allemagne. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On l'a réussi. Il faut dire qu'il n'y a pas de centrale nucléaire en Corse et puis il n'y a pas d'énergie nucléaire. J'y sais, mais je voudrais revenir sur un sujet dont vous avez commencé à la politique de l'eau. Je vous signale que cette année, depuis 2021, nous avions arrêté un plan qui fixait des grands objectifs, à quoi 2050, et que nous avons aujourd'hui un plan opérationnel avec des niveaux d'investissement avant 2021, y compris sous des précédentes mandatures nationalistes, on mettait 6 ou 7 millions d'euros par an, on met aujourd'hui près de 20 millions d'euros, et on a un plan sur 10 ans de 240 millions d'euros. Juste revenir sur un mot sur les transports maritimes et aériens avec la DSP. Cette fois-ci, c'est passé pour l'aérien et pour le maritime. Il n'y a aucune garantie pour la suite. Est-ce que vous avez réfléchi aujourd'hui à un changement de système ? Un changement de modèle. Et vers où ? Bien sûr, mais c'est bien la difficulté de l'équation politique, économique, sociale actuelle. Et c'est pour ça aussi que je pense sincèrement que toutes celles et tous ceux qui placent l'intérêt supérieur de la Corse et du peuple corse au cœur de leur vision politique doivent faire les efforts nécessaires pour converger. Nous avons en même temps à réussir le combat historique que nous avons porté depuis des décennies. C'est un enjeu majeur, pour toutes les raisons que vous connaissez. Mais nous avons aussi à réinventer un modèle économique, social et sociétal avec un temps qui joue contre nous,
et qui peut devenir rapidement... Vous n'avez rien avancé depuis 10 ans pour qu'il change ce modèle. C'est toujours le modèle BTP tourisme. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites vous n'avez rien avancé. Nous nous sommes battus jour et nuit dans tous les domaines et nous avons, sinon gagné, en tout cas empêché que l'irréversible subvienne, y compris avec des moyens budgétaires et juridiques très faibles et souvent insuffisants, et avec un État qui... Vous avez changé concrètement le modèle économique de la Corse? Mais on n'a pas encore changé le modèle économique de la Corse. Mais vous pensez qu'on peut le changer d'un trait de plume? Non, mais quels sont les éléments qui ont commencé à le changer? Quels sont les éléments que vous avez mis en place pour commencer à le changer? Par exemple, sur la DSP, je reviens à DSP, c'est pas une obsession, mais 7 ports et 4 aéroports pour un territoire de 8700 km², ça ne vous paraît pas aberrant? Parce que la plupart sont subventionnés par la continuité territoriale. D'accord. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez fermer le port de Propriane? Vous voulez fermer l'aéroport de Calvi? Moi, non, je me suis battu... Avec un réseau routier efficient, je me suis battu pour qu'il reste ouvert. Le port de Propriane, je me suis battu pour qu'il reste ouvert. On veut s'ouvrir... Qu'est-ce que vous avez changé? On parle du tourisme. Le tourisme, c'est un élément essentiel de notre économie. C'est une locomotive. Et il pèse toujours autant, sinon plus. Il pèse beaucoup. On se bat pour un tourisme durable. Lorsqu'on fait passer devant l'Assemblée de Corse la semaine dernière le travail et le nouveau plan qu'on a construit, le plan reconduit qu'on a construit pour les réserves de Bonivaz, etc., vous pensez qu'on ne contribue pas à un tourisme durable? Lorsque dans le domaine des transports, à la jonction entre le transport et le tourisme, on met en place et on propose un mécanisme qui n'existe nulle part ailleurs, celui dit des achats de flux, qui vise à annualiser et à avoir une saison touristique qui va non plus de juin ou de mai jusqu'à septembre, mais qui va de février-mars jusqu'à fin octobre, et qu'on le fait en concertation avec les opérateurs du tourisme, mais également avec les instituts de formation pour aller vers des métiers réservés et promis aux jeunes Corses, des métiers qualifiés avec des CDI. Vous croyez qu'on ne commence pas à changer le modèle? On n'a pas toutes les clés. C'est pour ça que je vous dis, celles et ceux qui disent « ça va pas », la langue corse, les jeunes ont manifesté dans la rue au moment de l'annulation par la Cour administrative d'appel. Ils ont montré leur attachement à la langue. Je comprends leur colère, leur exaspération. Vous estimez qu'il y a un progrès au niveau de l'usage de la langue corse depuis 10 ans? Non, il n'y a pas le progrès que nous souhaitons. On n'est pas allé vers un bilinguisme réel. Par contre, si vous regardez les indicateurs statistiques... Le symptôme étant ces panneaux d'indication routière qui étaient truffés d'erreurs. Hein. Oui, il y avait une erreur. Plusieurs. Il y a eu des erreurs. Non, mais bien sûr, c'est pas important, mais c'est symptomatique. À des critiques sur les réseaux sociaux et qui ont donné lieu, bien sûr, à une colère, y compris de ma part. Mais je veux dire, on a augmenté, on a doublé les crédits, y compris dans le nouveau contrat de plan État-région. Donc les efforts budgétaires, ils sont considérables. On soutient, y compris quelquefois contre la légalité, Scolagours pour que Scolagours et son enseignement immersif jouent le rôle d'aiguillon pour que l'immersion soit généralisée dans l'ensemble du système public. On accompagne les formations, on fait des efforts qui ont doublé et triplé pour la diffusion sociétale de la langue corse. Donc on pourrait, et on va faire encore plus et encore mieux. Mais si on n'avait pas fait tout ça, on en serait où aujourd'hui? Donc, à un moment donné, il faut à la fois gagner le combat... Vous ne partez pas de rien non plus. Pierre Jong, que vous citiez tout à l'heure, a fait un travail important. Il a fait un travail important. Nous l'avons prolongé. J'espère et je pense que nous l'avons amélioré qualitativement et quantitativement. Et il faut aller encore plus loin. Est-ce que le problème n'est pas justement, pour une majorité nationaliste, de ne pas avoir révolutionné, non pas seulement prolongé le travail de Pierre Jong, mais le révolutionner concernant la langue corse? Pourquoi ne pas avoir fait la langue corse un véritable ministère? Je ne pense pas que faire un ministère de la langue corse... Je veux dire, de ce peuple que vous souhaitez défendre, le peuple, l'incarnation du peuple, la première incarnation du peuple, c'est la langue. Bien sûr. Et donc, pourquoi n'y a-t-il pas une frustration chez vous de ne pas avoir justement révolutionné ce système, et sachant que là aussi en termes de service aussi dédié à la langue corse également, il y a eu un recul considérable avant de revenir au même niveau qui étaient ceux de la mandature Giacobbi. Penso che siamo più di Landi che nei tempi di
a mandatura dinanzi. Penso che abbiamo fatto gli sforzi tamanti in tutti i luoghi, a livello educativo non abbiamo mica tutta fatta a mano a sapere, a livello societale ne abbiamo fatta assai, ce la fa di più e ce la fa meglio. Et Gilles Simeone, je reviens un peu sur les infrastructures et les projets importants que l'on annonce. Le port de Bastia, ça fait 10 ans qu'on attend une réponse. Positive ou négative, on n'a rien. À chaque fois que vous nous annoncez des études, on en est à 6-7 millions d'euros d'études. On vous pose la question à chaque émission. Oui, mais régulièrement. J'ai répondu devant l'Assemblée de Corse. Aujourd'hui, il y a 2 options possibles. Vous le savez. On les connaît. Non, mais vous les connaissez. Un nouveau port à Bastia, celui dit de Porto Novo, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Depuis 4 ans, je discute avec l'État pour réussir à avoir 200 ou 250 millions d'euros pour les infrastructures de base. Et quand on a eu un PTIC qui a été annoncé en 2018, on est en 2025, le PTIC, il n'est pas débloqué. Et il y a eu la moitié du PTIC qui a été affecté dans un tête-à-tête avec les communes, vous le savez, dans des opérations importantes pour les communes, mais qui n'ont aucun caractère stratégique. Donc moi je dis, ça fait partie des discussions qu'on va avoir. Trop facile de venir me dire, vous ne financez pas la déviation d'Olmeto. On a besoin de la déviation d'Olmeto. Vous ne financez pas la déviation de Venaco. On a besoin de la déviation de Venaco. Vous ne financez pas la déviation de Tsonsa à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. On a besoin de la déviation. C'est qu'on ne voit pas les projets indépendamment des difficultés juridiques et techniques, ces 3 opérations, c'est la totalité du PTIC affecté à la collectivité de Corse. Sur lequel on n'avait pas prise. Le PTIC, vous n'avez pas prise. Sur lequel on n'a pas de prise, puisque c'est l'État qui décide. Donc, c'est de bonne politique, et pour les journalistes et pour l'opposition. Mais si vous voulez qu'on règle ces problèmes, il faut qu'on se mette autour de la table et que le bras de fer politique, on le construise ensemble. Parce qu'il y aurait eu n'importe qui à la place de Gilles Simeone. Cette équation-là, dans les données actuelles, elle n'est pas soluble. Et vous me demandiez tout à l'heure, sur le port, sur les maritimes et l'aérien. Oui, il va falloir, dans un monde qui se réinvente, dans un transport aérien qui est en totale reconstruction, bien sûr qu'il faut repenser le maritime et l'aérien. Ça fait partie du travail, et Air Corsica, qui est notre compagnie historique, qui est la compagnie de la Corse et des Corses, à laquelle nous sommes collectivement profondément attachés, elle doit aussi se repenser dans le respect des droits sociaux, dans le dialogue avec les salariés et les organisations syndicales, mais en intégrant la nouvelle donne, qui est une nouvelle donne avec des contraintes exogènes considérables. Alors, on arrive en fin d'émission, on aurait voulu parler de la dimension financière, y compris les finances de l'Assemblée de Corse, mais on n'aura pas le temps. Je vous poserai une question sur la mafia. Un certain nombre de faits sont intervenus ces derniers jours, vous en avez parlé en début d'émission, le phénomène est constant évidemment. Le débat sur la mafia, avec les propositions, c'est pour quand? La session de février. Le 27 février. 27 février. Et est-ce que vous allez rester comme les précédentes fois à des généralités, ou est-ce que là vous ferez des propositions précises pour lutter contre ce phénomène? Nous ferons des propositions précises, simplement vous dire quand même que personne n'a fait ce qu'ont fait le Conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, à part en Sicile. Il n'y a pas une collectivité, ni en France ni en Europe, qui a posé les termes du débat, qui a associé à la réflexion sur les solutions l'ensemble des acteurs, et notamment les collectifs anti-mafia et les forces associatives dites de la société civile. Donc personne ne l'a jamais fait. Nous l'avons fait, y compris sans l'État, je vous le rappelle. Et ce travail va aujourd'hui être présenté dans sa forme conclusive devant l'Assemblée de Corse, qui aura à voter sur une délibération avec des propositions dans tous les domaines, y compris législatives. De quelle nature pourraient être ces propositions? Ces propositions, je vais être clair, au-delà du débat sur la notion de mafia, il y a aujourd'hui clairement une emprise de nature mafieuse en Corse sur l'ensemble des décideurs et sur la société. Je pense qu'il faut une réaction et des réponses sociales. Il y a des réponses policières et judiciaires, c'est le domaine de l'État. Vous n'interviendrez pas là-dessus, même pas dans le cas de propositions? Il y a eu des discussions qui ont eu lieu, y compris là-dessus. Il y aura un débat et il y aura à se positionner, y compris pour l'Assemblée de Corse, même si c'est pas dans ses compétences. Et puis il y a la réponse politique, sociale et sociétale. Sur l'argent public, la sécurisation
des marchés. Deuxièmement, sur la lutte contre les secteurs à enjeu et à fort enjeu. Exemple, l'immobilier. Exemple, les secteurs des déchets, les secteurs à forte concentration. Sur la réponse culturelle, qui est une réponse de fond, avec l'éducation, l'implication des adultes, le chemin qui est montré à la jeunesse. Sur tout cela, l'Assemblée de Corse aura à délibérer. Il faut répondre, et c'est pour ça que je suis attaché à la démocratie. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. L'emprise mafieuse sur les décideurs continue. Vous aviez fait état vous-même de pression il y a 1 an ou 2. Est-ce que ça continue ? Est-ce que vous êtes encore victime de pression, vous ? Je ne dis pas que je suis victime de pression. Je dis qu'il y a des pressions, bien sûr, et bien évidemment qu'il y a des pressions également sur les la collectivité de Corse est le premier donneur d'ordre en termes de marché public. C'est le premier décideur, y compris dans des secteurs qui sont des secteurs à fort enjeu économique et financier. Donc oui, il y a des pressions, et c'est la raison pour laquelle, au-delà de ma personne, il faut construire un système et une société qui donnent les garanties de la démocratie. Les garanties de la démocratie et du fonctionnement démocratique. Ce n'est pas seulement l'absence de violence apparente. La violence et l'emprise mafieuse, elle ne se traduit pas seulement dans les statistiques, qui malheureusement souvent sont catastrophiques en Corse, mais en Sicile ou ailleurs, il y a pu y avoir des périodes où la mafia était très présente et très influente, y compris avec des taux de criminalité très bas. Donc c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui fait que je continue de placer la démocratie au cœur du projet que je souhaite proposer aux Corses. Eh bien, nous conclurons là-dessus. A ringraziare Gilles Simeoni di aver risposto a tutte le nostre domande. Patrick di Roma ringraziare anche a voi. Contrasterò con più giorni da qui un mese per un'altra emissione con un'altra invitata. Buonasera a tutti.